espéral depuis sa jolie propriété forestière de Geitmannschaufern à l'extrême sud de notre chère Rhénanie orientale. Il avait toujours un petit mot affectueux pour le cultivateur qu'il regardait au loin courbé sur son labour. Il me disait en substance: sans lui, mon cher Grégor, sans son labeur noble et acharné, sous le frimas, sous la grêle, dans la touffeur estivale, nous ne pourrions, vous et moi, travailler à la compréhension générale des choses. Soyons-lui donc reconnaissants, ajoutait-il avec sa bonhomie légendaire. Et il levait sa vieille main gracile dans la direction du laboureur, tandis que le vent du nord, si familier à notre chère Rhénanie orientale, ébouriffait sa silhouette, et que l'on voyait au loin, au fond de sa petite vallée, l'agriculteur se redresser de sa besogne aratoire et lever à son tour sa grande main paysanne, comme le salut humble et immémorial des gens de la terre, à celui qui fut et demeure l'un de nos esprits les plus érudits, les plus affûtés, les plus accomplis. Esprit dont je prends aujourd'hui modestement la relève pour cette conférence exceptionnelle, que j'aurais pu certes intituler le testament du professeur Schniebel, mais que par souci scientifique, j'ai décidé d'appeler sobrement contribution à la théorie générale. C'est à ce laboureur anonyme et décédé, hélas, aujourd'hui, car les temps sont durs pour qui travaille la glèbe, que je souhaite dédier cette conférence. Placez donc sous le signe de cette main du maître, ankylosée, certes par l'âge, mais qui vole à notre rencontre par-dessus les collines de Geitmannschaufern pour nous envoyer un signe discret, on ne peut plus amical. Au point, continuai-je, au point que, relevant la tête de son harassante besogne, le maître me disait quelquefois: quand je pense, mon cher Grégor, dans quelle profondeur j'irais, dans quels embrouillamini conceptuels je sacrifiais ma juvénile ardeur, me construisant un labyrinthe dont je cherchais désespérément l'issue. Quand je pense aux prothèses spéculatives dont il me fallait étayer mes échafaudages, toujours trop complexes, alors que tout était simple. Si simple, aujourd'hui je puis vous le confirmer, tout était d'une absolue simplicité. J'en rirais presque, ajoutait-il avec une joie qui faisait venir l'enfant sur son vieux visage, et il ouvrait tout à coup un de ses propres livres au hasard, lisant à voix haute
Nous avions dit que la découverte de l'étang n'a lieu que parce qu'il existe une ixéité fondamentale qui s'ouvre à l'étang. Mais cela était encore une vérité ontique qui nous disait simplement que l'étang que nous sommes est lié à l'étang que nous ne sommes pas. Cela vous dit-il quelque chose? Me demandait-il l'œil impérieux en refermant l'ouvrage. Allons, répondez-moi, Grégor. Soyez sincère. Cela vous dit-il quelque chose? Un rien décontenancé. Et par esprit de consonance, il est vrai, je réservais. Le boson? Il applaudissait. Prenait aussitôt un autre de ses livres et, marchant de long en large, en tenait à la cantonade. Ils y entrent même par là. C'est en effet du même pas dont le premier s'engage pour écarter de nous le calice de l'hypostase, alors qu'il vient de remplir la coupe de sa main. Car nous ne prétendons pas, par nos alpha, bêta, gamma, delta, extraire du réel plus que nous n'avons supposé dans sa donnée, c'est-à-dire rien, mais seulement démontrer qu'ils y apportent une syntaxe à ce nom déjà, ce réel, le fait hasard. Avez-vous bien entendu? Me demandait-il, l'œil impérieux. Sous le splendide manteau d'hermine de la démonstration, dites-moi, Grégor, dites-moi de quoi nous sommes en présence. Je ne pouvais que confirmer du boson. Il se précipitait alors sur un troisième opus et déclamait soudain, d'un ton presque théâtral, « Représentons en sonogramme les notes mi-troisième, sol troisième, ré quatrième, ré cinquième sous l'aspect de sons harmoniques. Les fréquences fondamentales étant respectivement de 330 Hz, 396 Hz, 594 Hz et 1180 Hz. On vérifie simplement qu'il y a correspondance entre l'harmonique 6 du premier son et l'harmonique 5 du deuxième. Un simple exercice d'arithmétique élémentaire montre que ces deux sons harmoniques sont dans un rapport 6/5e, c'est-à-dire de tierce mineure. Là, il s'arrêtait brusquement, me scrutait de son œil visionnaire, murmurait « Je cherchais l'accord. Je cherchais l'impossible accord. Le sentez-vous qui veut poindre ?» Et dans le silence qui se prolongeait, il attendait que je prononce à nouveau les deux syllabes fatidiques, comme la pièce au trou ou le trou à la pièce, tels les médecins de Molière, diagnostiquant sans le moindre doute le poumon. Le poumon, vous dis-je. Le boson. Ici, énorme effet musical. Que nous venons de rater lamentablement. Boris l'a fait exprès. Au ardent défenseur de sa topologie, de sa topo. Il faut monter les moyens, Boris. On parle de topologie, on est entre grands esprits. Je lance un appel solennel. C'est le poum-toum de ma conférence et vous faites irruption avec la cavalerie, le folklore, un gamin, une pomme sur la tête et un tireur d'arbalète. Là, j'ai senti passer le vent de la flèche, de la perfidie. À tous, je voudrais dire, le maître est mort. Même mort, il n'apprécierait guère que son manteau fût ainsi déchiré entre ses disciples, héritiers présomptifs. Pourquoi pas du biniou, Boris? De la fanfare militaire. Pourquoi pas le dernier morceau bravache et brinque-ballant de l'harmonie pompière de Pimpant les pompes? Trop facile, beaucoup trop facile. On joue aux grands infinis absents, puis on dépasse l'intempestif quand plus personne ne nous attend. Alors que les lyriques qu'on oppose un silence sidéral, quand la proclamation est là, officielle et courageuse, on lance cette taratatata potache, lamentable dans la circonstance, et comment dire, navrant. Une pomme sur la tête d'un gamin, ça claironne, ça se croit à la foire agricole. Vous auriez mis la Valkyrie, pas encore, mais ça, peut-être justement ça, Maurice, je me dois de le constater. Un peu comme quand vous introduisez sournoisement quelques grains de sable noir dans la purée de lentilles et que ça fait sur les dents un atroce bruit de rouage qui se grippe. Ou quand vous laissez traîner, comme par hasard, un tesson de bouteille cassé sous la marche la plus glissante de la cave. Bon. Héritier présomptif, tenant de sa seule veine philosophique ou ardent défenseur de sa topologie,
Ça topo. Rien à faire, ça voudrait repartir, c'est plus fort que moi, je crains la cavalcade. Mais on peut dire que vous avez réussi, Boris. Vous pouvez être content. Mais croyez-moi, s'il y avait encore auparavant un léger doute, tous les héritiers, les tenants, les ardents présomptifs, tous, vous entendez, Boris, tous ont compris maintenant votre sale jeu. Vous m'avez fait perdre mes sangs. Où le fil de ma conférence semblait à jamais rompu. Voici que vient d'apparaître sur l'écran cet extrait du carnet spiralé numéro 15, page 108, qui tout à l'heure me faisait cruellement défaut. Tout vient donc à point pour qui sait attendre. On y découvre, sous le fin tracé d'écriture du maître, encore parcouru de subtiles secousses, la première occurrence du boson. Moment émouvant s'il en est, et qu'accompagne la voix ailée, solitaire de la cantatrice. Ah là, vous y êtes, Boris. C'est à n'y rien comprendre. J'y viens donc en arrière dans mes notes, et je retombe presque par miracle sur le commentaire ad hoc. Il est toujours émouvant de repérer après coup la première étincelle du grand feu de joie qui va embraser l'œuvre entière. Sur la fin du carnet 15, j'ai comptabilisé 4 occurrences du boson. C'était peu, mais c'était un début. L'intuition géniale couvait encore, et il n'y avait alors qu'un fragile feu de papier de rares brindilles menacé par le vent de l'oubli. En début du cahier 16, les bosons se font toutefois plus nombreux. Mon maître s'interroge. Il pressent l'avancée, mais il la met encore à l'épreuve. Au milieu du 16e carnet, c'est là que se passe-t-il, Boris, vous suivez? La fulguration est là. Nous sommes entrés de plein pied dans la période lumineuse du maître. Tout a changé et tout s'explique. L'immense séisme va désormais saisir et comme convulser souterrainement bien plus que la pensée en tant que pensée, mais aussi le corps de l'écriture du maître, soudain puissamment soulevé, fin 16 et début 17, jusqu'à cette fameuse page 86 de l'avant-dernier cahier, Boris, je ne crois pas mes yeux, dont le dessin général saute aux yeux, puisque c'est ici la figure de la spirale qui s'impose, tel un calligramme dans la plus pure tradition des poèmes graphiques. Alors que l'on voit la ligne de l'écriture se laisser irrésistiblement attirer vers le centre de la page. Comme si il y avait là un vacuum aspirateur, un point ultime et nodal de néantisation des lettres, mots, idées, pour à la fois trouer la surface du papier et ouvrir une autre dimension de l'espace, initiant un mouvement circulaire ininterrompu, certes ici figé par la transcription, mais que l'on doit imaginer constamment nourri, chargé, grondant, comme si toute la pensée schneebelienne, sa pensée des années et des instants, des jours et des nuits vigoureuses et subtiles, robustes et buissonnières, se voyait soudain disparaître dans ce petit point minuscule figuré ici, au centre de la page 86. Laquelle page nous renvoie, par la magie de l'enchaînement des diapositives que Boris inexplicablement ne rate plus, ce qui veut dire qu'il peut quand il veut, nous renvoie, disais-je, à la spirale Galaxie de Georges Crumb, extrait de Macrocosmos pour piano, et qui fascinait tant sa brève période musicale. Renvoie, surtout dans un enchaînement toujours parfait, fluide, à se demander comment la grâce est tombée sur Boris, renvoie, disais-je, à la grande spirale du commencement du temps. Ce millionième de seconde du Big Bang originel, lorsque toutes les énergies de l'univers se sont brutalement coalisées à des températures proprement invraisemblables. Même sous les efforts conjoints de Celsius ou de Fahrenheit. Ceci afin d'enclencher ce gigantesque mouvement centrifuge
dont notre misérable planète est le débris éloigné, s'éloignant à chaque seconde, vaguement élucidé par son maigre soleil. Et où vivent la question, j'avais l'impression que ce qu'il me recommandait d'entendre ou de percevoir avait commencé depuis longtemps à le pénétrer en profondeur, aspirant son regard, avalant ses mots l'un après l'autre, dès lors qu'à présent il disait bosé. Bosonnier désormais nuit et jour, en Bosogne depuis sa naissance, comme M. Jourdain était en prose et moi, bosognions de concert avec lui. Je relâche tandis que dans l'air bosonneux, la bosonification générale, je redoublais d'efforts pour tenter de remettre les choses à leur place, rendre à César ce qui était à César, restituer le collisionneur de particules à ces milliers de physiciens avisés, compétents et bardés de diplômes, bien distinguer surtout ce qui tenait de la physique quantique et des ruines de la physique classique, plus exactement de la cadistique, nous tenions une pomme, et désespérément une pomme avec sa mouche, ses pépins, sa pelure, ses 156 grammes de matière comestible, et ce qui tenait de la physique quantique. Ou une pomme, et peut-être une pomme, selon l'angle de la lumière, l'inspiration du peintre, ou l'appétit du mangeur. Ce qui donc en définitive du boson relevait du boson. Ce qui donc en définitive du boson relevait du boson. Boris, je n'ai pas écrit cette phrase. Arrêtez tout! Il semble qu'en certaines circonstances, il vaut mieux ne plus faire confiance qu'à soi-même. Je n'aurais pas cru ça de vous, Boris. Vous fussiez un médiocre régisseur, un être social, un distrait, invétéré, passe encore. Et de là à retoucher mon texte en catimini, c'est inqualifiable. Que cela tienne, la caravane ignore les chiens. Ma conférence se poursuivra sans le concours de la technique. Occasion, soit dit en passant, de recréer in vivo les conditions du Big Bang. Sur un mode évalué, certes, mais qui, à coup sûr, éclairera notre lanterne. Ici, point d'accompagnement sonore. Le silence qui suit la dernière note du quatuor pour la fin du temps soutiendra de sa vibration continue la dernière révélation du maître. Alors que le soleil s'était établi à demeure sur notre... Le soleil s'était établi à demeure sur notre chère Rhénanie orientale et que la théorie générale avait pris son ampleur définitive. Alors que je l'ai dit, le dernier champ épistémique venait d'être investi par la pensée du maître, tel le dernier labour avant l'hiver de notre laboureur. Alors que le fil de son écriture s'était désormais étiolé, enfin du cahier spiralé numéro 18, dispersant dans l'espace de la page un semis de microparticules de plus en plus espacées, page après page, jusqu'à ce 21 novembre où il n'y avait plus rien en page 78, rien qu'une pure étendue neigeuse, le maître étant resté cette nuit-là dans son bureau, jusqu'à 6 heures du matin, avec sa provision de thé. Boris, je n'aime pas votre silence. Je le trouve envahissant.
générale à laquelle il manquait encore un dernier petit élément, cette minuscule mais totalement indispensable, qui par sa présence seule solidifierait instantanément l'ensemble de l'édifice, le rendant désormais irréfragable, prêt à affronter tous les doutes, toutes les ressources conceptuelles, le fin mot, en quelque sorte le boson du boson, si je voyais ce qu'il voulait dire. Je voyais. J'étais impatient d'en savoir davantage. Mais je refermais sans bruit sa porte, et j'attendais dans les couloirs glacés de Geldmannschaufen. Écoutant la petite pendule marteler chaque heure de la nuit, l'une après l'autre, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et guettant le crissement de sa canne, voir le bruit de son pas, sur le plancher, entre sa chaise et son lit. Boris, je n'aime pas votre silence, je le trouve exaspérant. Alors donc, la petite pendule venant en train de se lancer à voix, au hasard a frappé quelques coups discrets sur sa porte. Où est ma dernière feuille, Boris? Vous m'avez dérobé ma dernière feuille? Tout y était pourtant, Boris, vous le savez très bien. Je reconnais bien là vos manières subreptices où vous avez voué lunaire à tendre vos pièges ici et là l'air d'un ange. J'ai dit un ange. Puis à nous accabler de vos reproches et tout mettre sur le compte de votre distraction légendaire. Votre distraction, parlons-en. Le maître n'avait pas tort finalement quand il parlait de vos accointances avec le mauvais œil et tout ce drôle de petit jeu. Sans doute n'aurions-nous pas dû vous laisser entrer dans Geldmannschaufen. Mais il était déjà trop tard. On ne se méfie jamais assez de la dévotion des êtres, leur douceur. Qu'à cela ne tienne, j'irai jusqu'au bout. Je m'avancerai désormais sans filet, jusqu'au dernier souffle du maître. Et même après la page 78, la page 79, 80, 81, et plus loin encore, dans le cahier 18. Ces terribles pages, vierges. Alors donc, messieurs, dames, que je me hasarde à frapper. 3. À frapper 3. 3. À frapper 3. 3. Vous me prenez les mots maintenant, Boris. Vous me prenez. Dans le silence de Geldmannschaufen, vaste et plus vaste encore, peu après le 6e tintement de la pendule, dans le silence qui alors me serrait la gorge, asphyxiant peu à peu ma parole, comme ici là-bas cette